Bonjour et bienvenue dans le 39e épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, pendant la conférence AWS Reinvent, nous venons toutes les semaines au creux de vos oreilles pour essayer de vous distiller les annonces des nouveaux services et des nouvelles fonctions qui ont été annoncées pendant cette semaine, ou ces 3 semaines, puisque cette fois-ci Reinvent s'étend sur 3 semaines. Nous en sommes à la semaine 2, fin de semaine 2, deuxième récap également, et j'ai le plaisir d'accueillir Julien Simon, qui devient un habitué du podcast des récaps. Tu étais déjà là l'année passée, non, Julien? Oui, on était. Salut Seb et merci de m'inviter. On était assis par terre Dans un hôtel. dans un couloir. Oui, on était au Venetian, assis par terre dans un coin avec ton équipement et on avait réussi à faire quelque Et chose. cette Donc, fois-ci, je pense que cette on était fois-ci, on avec va y des arriver. masques à la maison, chacun, chacun chez soi. C'est ça. C'est moins Julien, vous le amusant, c'est connaissez, sûr. il est notre développeur advocate spécialisé apprentissage machine learning à IML. Hier, il y avait la keynote. Hier, on enregistre ceci jeudi, vous l'écouterez probablement vendredi ce week-end. Mais donc, mardi, il y avait, pour être précis, mardi, il y avait la keynote de Swami, qui est notre Mhm. VP Machine Learning et qui a fait 3 heures de keynote pour annoncer de nouveaux services. Il a structuré sa keynote selon 5 tenets. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les tenets, mais c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent chez Amazon. On pourrait traduire ça comment? Comme des fondations, les valeurs de base, les core values. Oui, c'est ça, des valeurs, des principes, des choses qui guident notre action. Et Voilà. je vais utiliser les mêmes 5 tenets comme structure, comme fil rouge dans ce podcast aussi. Le premier, c'est sur les fondations. Le deuxième, c'est l'efficacité, la rapidité. Le troisième, c'est d'être plus inclusif, et donner accès à ces technologies à plus de gens. La quatrième partie était sur résoudre des vrais problèmes métiers et pas juste jouer avec la technologie, comme parfois les ingénieurs aiment bien le faire. Et je m'inclus dans le lot. Ça peut arriver. Donc, je Ça ne peut tape arriver. sur personne là, nous sommes dans le lot également. Et le cinquième, c'est continuer Oh d'apprendre, oui. parce que finalement, c'est une technologie qui change tout le temps. Premier tenet, Firm Foundation, les fondations sur lesquelles nous construisons notre offre, ou AWS construit son offre de service learning. On a annoncé des nouveaux CPU fait maison, Trainium notamment, c'est quoi? Alors effectivement, le socle infrastructure pour le machine learning reste fondamental et essentiel, surtout quand on travaille avec des gros datasets, des gros modèles. Donc on essaie en permanence d'accélérer les, à la fois l'entraînement des modèles et la prédiction avec les modèles. Donc l'année dernière, on avait annoncé AWS Inferentia, qui était un chip spécialisé développé par AWS pour accélérer la Mhm. prédiction. Et donc, cette année, de manière assez logique et prévisible, pourrait-on dire, on a annoncé un autre chip qui s'appelle Trainium. Trainium, comme training, mais avec homme à la fin, qui vise lui aussi à accélérer, mais cette fois, l'entraînement des L'entraînement des modèles. modèles. Donc là, Donc, là oui. ce sont des chips qui seront disponibles. Pour l'instant, c'est annoncé au premier semestre 2021. Donc on peut imaginer un scénario un petit peu similaire à celui d'Inferentia, c'est-à-dire des chips avec des serveurs autour et un environnement de développement qui sera le même que celui d'Inferentia, avec un SDK qui s'appelle Neuron, qui permet de compiler les modèles, de les accélérer, etc. Donc on va attendre d'en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, on s'attend effectivement à des accélérations et des rapports coût-performance très intéressants. Alors, il y a une autre annonce sur Apache Habana Gaudi. Alors, Gaudi, pour moi, c'est un architecte espagnol, mais à part ça, c'est quoi d'autre? Alors, donc là, il s'agit cette fois de chips qui sont conçus donc par Habana, qui est une société qui appartient au groupe Intel, avec le même objectif, hein, c'est toujours d'accélérer l'entraînement des modèles. Donc là aussi, annoncé au premier semestre, donc Ah, j'attends d'accord. avec impatience la disponibilité des deux, et on essaiera de faire des petits benchmarks. Et je pense que ça sera intéressant de comparer de l'entraînement sur GPU, de l'entraînement sur Trainium et de l'entraînement sur Sur Gaudi. Gaudi, et puis de voir. Je pense que les trois ont leur place, hein, les trois auront un sens. Et bon, après, à nous de bien guider les clients et de bien leur expliquer les avantages respectifs de chacune des Et dans la solutions. partie GPU, jusqu'à présent, on travaillait avec NVIDIA presque exclusivement. Corrige-moi si je me trompe. Mais Mhm. on annonce aussi un Oui, tout à partenariat fait. Ouais. avec AMD.
Oui, eh ben, écoute, là aussi on verra. Pour l'instant, on a peu de détails et dans tous les cas, c'est la diversité, le choix, c'est essentiel, hein. Je dirais tout comme on supporte tous les frameworks de machine learning, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, MXNet, etc. Parce que nos clients les utilisent et tiennent à continuer à les utiliser sur AWS. Moi, il me paraît logique et souhaitable qu'on ait le choix le plus vaste d'infrastructures matérielles pour que les clients soit continuent à utiliser ce qu'ils connaissent et ce qui leur convient, soit soient capables d'explorer d'autres options et de trouver une fois de plus le rapport coût-performance qui convient le mieux à leur, euh, à leur projet. Exactement comme sur EC2, on a Mhm. différentes instances. Parfois, on utilise des M5, parfois des C5, parfois des R5. Bon, voilà, et ben c'est pas différent pour le machine learning. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'instances qui conviennent parfaitement à tout type de projet. Ça, c'est le mythe du couteau suisse Construire une maison ne juste avec un fonctionne marteau, pas. ça marche pas. Voilà, ça marche pas et c'est bien d'avoir le choix. Voilà, donc une fois de plus, c'est à nous d'être clairs, de bien expliquer, de bien guider et d'aider nos clients à comprendre quels sont les avantages respectifs de toutes ces solutions et comment les tester facilement. Et voilà, donc je pense qu'on n'a pas fini de faire des blog posts et des vidéos pour expliquer tout Alors, ça. Mais les ça va clients être nous ont chouette. demandé également de les aider dans cette partie entraînement des modèles qui est très compute intensive, qui demande beaucoup de ressources. Comment est-ce Mhm. qu'on peut raccourcir ces phases d'entraînement, surtout quand il y a des grands volumes de données pour entraîner les modèles. Et là, Swami a annoncé hier une manière de faire du training en parallèle, du distributed training. Ah oui, ça c'est très chouette. Alors, le, le problème, c'est toujours le même, hein, on peut avoir des datasets enfin, de plus en plus volumineux, euh, surtout lorsqu'on travaille avec des données non structurées, des images, du texte. Donc, tous les sujets computer vision, tous les sujets natural language processing, tous ces sujets-là, ils nécessitent des grands datasets. Donc, à un moment, même un très très gros serveur multi-GPU, etc., va avoir du mal à faire le boulot dans un temps raisonnable. Donc, comme toujours, on divise pour régner. Donc, on divise le dataset en plusieurs morceaux et on partage le travail entre plusieurs nœuds, plusieurs instances qui vont collaborer au sein d'un cluster Mhm. d'entraînement. Donc le principe est pas très nouveau, hein, c'est de l'informatique distribuée mais appliquée au machine learning. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est quelque chose qui était déjà supporté, même dans SageMaker, on avait déjà depuis le début une capacité à faire de l'entraînement distribué, avec des frameworks standards comme Horovod, qui est une excellente solution. Néanmoins, il y a des clients qui se retrouvent confrontés à des datasets qui sont énormes, les gens qui font de la conduite, qui entraînent des modèles pour la conduite Mhm. autonome, de la reconnaissance d'images satellites, enfin des choses massives. Et puis le NLP, les chatbots, enfin tous ces sujets-là, nous ont demandé d'améliorer. Donc effectivement, on a intégré dans SageMaker un nouvel algorithme de- d'entraînement distribué. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller lire le blog post où j'explique un petit peu plus comment ça fonctionne sur le blog AWS News. Mais en substance, en fait, on réduit le temps d'entraînement en optimisant l'utilisation des GPU, en réduisant le volume de communication entre les GPU, et donc on arrive à des accélérations qui sont assez sympathiques. Donc ça, c'est le premier angle, ce qu'on appelle en bon français le data Mhm. parallélisme. Donc on divise le jeu de données, on le partage entre des instances, et puis elles collaborent intelligemment. Et il y a un deuxième problème qui est un petit peu plus délicat, qui est qu'est-ce qui se passe quand mon modèle lui-même, Mhm. donc C'est disons trop. mon réseau de neurones, hein, parce que c'est surtout avec du deep learning que le problème se produit, qu'est-ce qui se passe s'il est tellement gros et tellement complexe qu'il ne tient pas dans la mémoire d'un GPU? Voilà. Donc là, ça paraît un problème
un peu absurde, parce qu'on se dit, attendez, les GPU, les derniers GPU qu'on a sur la famille d'instances P4, ils ont 40 gigas de mémoire. Ben, croyez-le ou non, mais même là, il y a des modèles qui ne rentrent pas. En particulier des modèles de NLP très complexes ou des modèles de computer vision qui travaillent sur des images 3D, enfin, des choses comme ça. Donc ça rentre pas. Donc là, cette fois, on va diviser pour régner, mais cette fois, c'est le modèle qu'on va diviser. C'est-à-dire qu'on découpe le modèle. Donc une partie du modèle, un certain nombre de couches du réseau de neurones vont aller sur un premier GPU, un autre ensemble de couches vont aller sur un deuxième GPU, et ainsi de suite. Et donc là, ça, c'est particulièrement compliqué. Jusqu'ici, les gens ont essayé de le faire à la main, mais vous imaginez la complexité du travail. Donc là, on a une solution automatique pour découper le modèle, le répartir sur différents GPU et les faire collaborer de manière très efficace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en bon français, le model parallélisme. Voilà. Donc le data parallélisme de données, on découpe les jeux de données. Le parallélisme de modèle, on découpe le modèle et on le répartit. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont, c'est à l'état de l'art, c'est hyper compliqué, et on l'a, à mon avis, rendu relativement simple dans cette Donc le grille. premier, c'est pour le travail d'entraînement, le deuxième pour le travail d'inférence. Non, les deux sont Les pour deux sont l'entraînement. pour l'entraînement. Les deux sont pour l'entraînement. Ouais. Les deux sont pour l'entraînement. Voilà, pour l'inférence, le problème est un petit peu différent parce que généralement sur l'inférence, on a on n'a pas forcément besoin de tout le modèle. Enfin voilà, c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et surtout, on travaille avec moins de données. C'est-à-dire que voilà, donc on a besoin de moins de mémoire pour les données sur lesquelles on va prédire. Alors que quand on entraîne, on a envie de blinder la mémoire du GPU avec le plus de données possible pour entraîner le plus vite possible. Donc non, c'est plus un problème de training. Le deuxième tenet de Swami dans la keynote, c'était de donner à nos clients, de vous donner, vous qui nous écoutez, le chemin le plus rapide vers le succès ou vers l'échec d'ailleurs, mais avoir les systèmes les plus performants pour que vous passiez le moins de temps et que les machines passent le moins de temps possible, soit à l'entraînement de vos données, de manière à ce que vous puissiez faire plus d'expériences au fait, parce que c'est à force de faire des expériences que, en théorie, vous convergez vers la solution qui vous colle le mieux. Là, il y a toute une série d'annonces déjà faites la semaine passée par Andy pour la préparation des données avec Data Wrangler, Oui. et puis pour le partage, le Feature Store et le pipeline. On peut peut-être revenir sur les trois. D'abord, la préparation des données, SageMaker, Data Wrangler. Oui, on va les trois. Voilà, alors les trois sont vraiment, voilà, ils sont liés, ouais, c'est trois frangins, trois cousins. Donc on va les prendre dans l'ordre. La première étape, c'est la préparation de données, donc explorer les jeux de données, les nettoyer, enfin les visualiser déjà, c'est important. Hein. L'aspect visualisation, c'est une grosse partie du travail d'un data scientist. Ça permet de voir déjà des liens et des informations présentes dans le dataset. Ensuite, effectivement, il y a le nettoyage, combler les valeurs manquantes, supprimer les valeurs incohérentes. Et puis après, il y a la partie traitement de jeu de données à proprement parler. Donc la construction de variables de haut niveau, plus expressives, plus adaptées à l'entraînement d'un modèle, ce qu'on appelle encore en bon français le feature engineering. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du métier d'un data scientist. Et avec Data Wrangler, on peut le faire de manière interactive, avec 300 transformations déjà intégrées dans le, dans le service. Donc on gagne beaucoup de temps, on peut évidemment injecter ses propres transformations. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on est satisfait du résultat, on peut très facilement exporter ces transformations vers du code qu'on peut intégrer dans son projet de machine learning, en ayant la garantie qu'il n'y a pas de différence entre ce code et le travail manuel et interactif qu'on a fait. Ce qui est souvent une difficulté dans les projets de machine learning, parce que retranscrire de manière programmatique toutes ces étapes exploratoires, c'est délicat, on peut se tromper, il faut les recoder peut-être dans un autre langage, enfin bref, donc il y a plein d'options possibles pour la loi de Murphy, là, et on essaie de les éliminer. Et une des options de Data Wrangler, je vais faire le lien avec Feature Store, c'est de pousser ces features qu'on a construits dans un Feature Store. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Feature Store ? C'est simplement un endroit où on va stocker
organiser, découvrir et utiliser donc des features qui ont été construits à partir d'un dataset originel. Okay, et on a deux façons de faire ça. On a ce qu'on appelle un feature store offline, où on va stocker dans Amazon S3, sans trop de surprise, notre service de stockage, on va stocker sous forme d'objets les features qu'on a transformés, et ensuite on va pouvoir y accéder, on va pouvoir les requêter avec peut-être Athena, ou peut-être, je sais pas, S3 Select, enfin des choses comme ça. Et on va pouvoir construire des jeux de données, d'accord. Et puis la deuxième façon de s'en servir, des jeux de données pour l'entraînement par exemple. Et puis la deuxième façon de s'en servir, c'est de stocker ces features donc dans un stockage en ligne de type clé-valeur, ce qui va nous permettre d'aller chercher des features pour la prédiction, avec une latence faible, une latence de l'ordre de quelques millisecondes. Donc là, l'idée, c'est toujours la même, c'est de dire, j'ai entraîné mon modèle avec ces features, j'ai besoin d'aller chercher les mêmes features au moment de la prédiction, je veux que ça soit exactement les mêmes, parce que sinon ma prédiction elle va être erronée. Et donc, en les stockant dans Feature Store, à la fois online et à la fois offline, j'ai la certitude d'avoir les mêmes. D'accord. Et j'ai aussi la possibilité d'aller explorer ces features et de dire, tiens, telle équipe a construit des features, est-ce qu'ils peuvent me servir? Ben oui, très bien, je les réutilise. Donc c'est un outil toujours de productivité, de simplification et d'accélération des projets. Et le troisième, donc c'est SageMaker Pipeline, qui est l'orchestrateur. Et comme son nom l'indique, il va vous permettre d'automatiser vos projets de machine learning avec deux casquettes possibles. Alors, si vous avez la casquette Data Science, vous avez envie d'automatiser lorsque vous êtes en phase de développement, en phase de test de vos modèles, vous avez envie d'automatiser justement la transformation de données, peut-être le stockage dans Feature Store, éventuellement l'entraînement du modèle, le déploiement du modèle, le test du modèle. Voilà. Il y a toutes ces étapes un peu standard qu'on retrouve en permanence et qu'on n'a pas envie ni de faire à la main, ni d'exécuter dans un notebook. On a envie de les automatiser, de pouvoir les rejouer à volonté. Donc on va pouvoir faire ça. On a un nouveau SDK en Python qui permet de définir des étapes, de les enchaîner, de les exécuter. On voit dans SageMaker Studio l'exécution de ces pipelines. On a accès aux logs. Enfin voilà. Donc c'est sympa. On peut faire tout ça dans Studio. Et puis à un moment, on se dit, voilà, là, ça y est, j'ai un modèle qui me plaît, j'ai envie de le déployer, j'ai envie de le déployer en pré-prod ou en prod, sauf que là, ça, j'ai pas la main, heureusement, parce que c'est des responsabilités différentes. Donc là, il va falloir changer de casquette. Alors peut-être vous avez les deux casquettes, ou peut-être vous êtes amené à aller discuter avec vos gentils collègues de l'équipe Ops, voilà, MLOps ou DevOps, quel que soit le nom que vous leur donniez, et de dire, bon ben voilà, maintenant il faudrait déployer mon modèle en production. Et donc dans SageMaker Pipelines, on a le côté MLOps qui permet de construire cette fois en utilisant Code Pipeline, CloudFormation, donc les services que les équipes Ops connaissent, aiment bien et utilisent tous les jours, de construire un pipeline de déploiement répétable, testable, etc., sécurisé. Et donc, c'est vraiment, il y a ces deux aspects dans Pipeline, ce qui est très intéressant parce que cette dichotomie entre, en gros, le dev et les ops, bon, c'est un vieux sketch, ça fatigue tout le monde. Alors, certes, ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas forcément la même culture, ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes au jour le jour, mais il faut qu'ils collaborent. Et avec Pipeline, là, on peut vraiment les faire collaborer efficacement avec le même service. Donc, moi, je suis très content qu'on ait lancé ce service. J'ai pas mal joué avec et je trouve que c'est vraiment c'est bien fait, c'est bien intégré dans Studio et je pense que ça devrait accrocher. Ouais. Alors le modèle qu'on déploie ainsi, il n'est jamais aussi bon que la qualité des données qu'on a données à l'entraînement de ce modèle. Si jamais les données ne représentent pas tout à fait bien la réalité, il se pourrait qu'on crée des modèles qui soient incorrects ou très bons en tout cas sur les données qu'on lui a données, mais comme les données ne représentent pas la réalité, en réalité le modèle sera un peu biaisé, on dit. Et donc il était important de pouvoir détecter ces biais. Et là aussi, on a annoncé un nouveau service qui s'appelle Clarify.
Alors, SageMaker Clarify, qui est effectivement une nouvelle capacité de SageMaker et qui contient deux facettes. Alors, effectivement, celle que tu mentionnes, c'est-à-dire la détection de billets, l'analyse de billets dans les datasets et dans les modèles, hein. Donc, on peut faire de l'analyse de billets avant l'entraînement et de l'analyse de billets après entraînement, en déployant un modèle et en prédisant et en analysant les résultats. Donc là, on va calculer un ensemble de métriques qui, chacune, vont nous donner une information sur un potentiel billet qui pourrait être contenu dans le jeu de données ou dans le modèle. Donc tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'indiquer à Clarify les colonnes du dataset sur lesquelles on a envie de se concentrer. Donc c'est souvent des colonnes avec des données, je veux dire, liées à l'âge, au sexe, au, à l'emploi, La région géographique. peut-être à la nationalité, à la démographie, où on a envie de vérifier que c'est pas parce que tu habites dans telle ville que le modèle prédit plus négativement pour toi que pour les autres, ou que tu es dans une tranche d'âge où on prédit plus négativement que d'autres. Donc, cette question du billet, elle est extrêmement complexe. Y a pas, là non plus, il n'y a pas de baguette magique. Il faut savoir quels sont les attributs sensibles dans le jeu de données, ceux sur lesquels on a peut-être l'intuition qu'il y a un problème, ou en tout cas ceux sur lesquels on voudrait s'assurer qu'il n'y a pas d'écart. Donc ensuite, ces métriques vont nous dire est-ce que oui ou non il y a un écart. Et ensuite, c'est à nous d'analyser si cet écart, il a une raison d'exister ou pas. C'est-à-dire que sans vouloir faire la moindre polémique, il peut y avoir des différences de traitement par le modèle qui sont tout à fait justifiées. Peut-être dans un modèle qui prédit des crédits immobiliers, peut-être qu'il y a un groupe de clients qui a un profil de risque qui est effectivement supérieur. Ouais. Et peut-être que ce groupe-là, effectivement, il a tendance à avoir des réponses qui sont un peu plus négatives. Donc peut-être que ça a du Clarify compare sens. par rapport à quoi? Puisque Voilà. s'il a que les données de training, il n'a pas de baseline. Donc Alors il va comparer, justement, il va comparer les groupes. Il va comparer les groupes qui sont, présents dans le dataset. Donc par exemple, tu peux lui dire, compare les plus de 40 ans et les moins de 40 ans. Voilà. Et donc il va regarder sur, disons, un problème reprenons l'exemple du crédit, si les moins de 40 ans ont proportionnellement plus ou moins de réponses positives que les plus de 40 ans. Voilà. Donc c'est à nous de trouver, enfin d'indiquer quels sont les seuils, quels sont les attributs qu'on veut regarder, et ensuite de dire, ok, si différence il y a, est-ce que cette différence se justifie, ou effectivement, est-ce qu'elle n'a aucune raison d'être, auquel cas c'est du billet et il faut qu'on agisse dessus. Donc ça, c'est le premier Il y a point. deux points dans ce Clarify. Donc le premier que tu viens Oui. de couvrir, Et le deuxième point, c'est la détection du billet. Et le deuxième, l'explicabilité. Ouais, j'ai réussi à le dire. L'explicabilité des prédictions, c'est-à-dire comprendre quelles sont les features, quelles sont les colonnes, pour faire simple, quelles sont les colonnes du dataset qui pèsent le plus, positivement ou négativement, sur une prédiction donnée. Voilà. Donc par exemple, sur un dataset de crédit, on peut imaginer que la durée du crédit, le montant du crédit, le salaire, voilà. Bon, on a tous fait des emprunts immobiliers, peut-être, donc on sait à quoi s'attendre. Bon. Donc si c'est ces critères-là, on peut se dire, ok, le modèle fonctionne. S'il se trouve que dans un modèle donné, le code postal est un facteur important, là, il y a peut-être un problème, quoi. D'accord ? Parce que s'il y a profil de risque équivalent, s'il y a salaire équivalent, montant équivalent et durée équivalente, quelqu'un qui habite dans la ville A a 30% de chance de moins d'avoir son crédit que la personne qui habite dans la ville B avec exactement le même profil de risque. La question mérite, moi je suis pas spécialiste du crédit, hein, mais la question mérite d'être posée. La question mérite d'être posée.
Voilà, donc c'est les deux angles qui existent dans ce Et dans, service. dans ton blog post, tu expliquais effectivement, face à un modèle, parfois on se retrouve un peu comme tu prenais l'analogie du monolithe de Stanley Kubrick dans 2001 Odyssée de l'espace. Tout On à y fait, met des ouais. données dedans et puis on reçoit quelque chose en retour, on ne sait pas trop d'où ça vient. Voilà, Donc là, ça permet c'est ça. d'expliquer pourquoi Ouais. le modèle a pris telle ou telle Ça décision, quoi. permet au moins Quels sont d'expliquer les... quelles sont les features qui contribuent le plus. C'est une analyse vraiment en boîte fermée, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas l'intérieur du modèle, mais on dit voilà, quand les entrées c'est ça, la prédiction c'est ça. Et donc on peut quand même comprendre et vérifier que le modèle suit des bonnes pratiques, des pratiques métiers, des pratiques même réglementaires, et qu'on comprend un minimum ce que fait le modèle, quoi. Voilà. Donc ça c'est quand même Et très pourquoi très c'est important. important Évidemment, il y a l'aspect debugging, comprendre, etc. Mais dans ton blog post, Ouais. tu parles de compliance également. Alors il y a un aspect, alors il y a un aspect technique qui est qu'on a envie de faire des trucs qui marchent, hein. Bon, ça c'est déjà bien. C'est le minimum. Il y a un aspect réglementaire pour certaines industries, dans Mhm. GDPR par exemple, et dans des réglementations aussi américaines. Il y a une obligation d'être capable d'expliquer le fonctionnement d'un algorithme. Et un modèle n'est jamais qu'un D'accord. algorithme. Donc Ouais. il y a voilà, une obligation réglementaire. Et j'ai Tant envie de mieux. dire, sans sombrer dans le... Oui, oui, c'est rassurant pour nous tous en tant que consommateurs et citoyens. Et il y a un troisième point qui est important, c'est que personne n'a envie de construire des modèles qui sont discriminants, ou discriminatoires plus exactement. Voilà, donc il y a une question éthique, alors éthique, sociale, mettez le mot que vous voulez, mais on a envie que ces modèles soient justes et équilibrés et que Qui donne les meilleurs et résultats. qui Ouais. n'introduisent pas, voilà, qui n'introduisent pas de préjugés, quels qu'ils soient, sur la prise de décision. Troisième tonnette de Swami, les bonnes idées viennent de n'importe où dans l'organisation, pas uniquement auprès des data scientists et data analysts. Euh, les builders, comme on dit en anglais, désolé, là aussi, il n'y a pas de bon terme français, les développeurs, au sens très large de développeurs, peuvent aussi venir avec des bonnes idées. Et donc, il y a un axe de nouveauté pour mettre le machine learning vraiment dans les mains de tous les développeurs avec un service enfin, ou une facette plutôt, c'est pas un service, c'est une facette de SageMaker qui s'appelle Jumpstart. Oui, alors Jumpstart, c'est un de mes lancements Mhm. préférés. C'est un des plus simples, mais je pense que c'est un de ceux qui permettront au plus grand nombre de commencer à intégrer du machine learning dans leurs applications. Donc, l'idée de Jumpstart, c'est de déployer en un clic. Alors là, vraiment, Un clic. je vous le garantis sur facture. C'est vraiment un clic. C'est pas une tournure de phrase. Vous pouvez déployer des solutions, donc des architectures de référence qui ont été construites par nos experts de machine learning et nos experts métiers, qui résolvent, ou en tout cas qui vous montrent comment résoudre un certain nombre de problèmes type la détection de fraude, la détection de défauts dans des objets industriels. Voilà, il y a tout un tas, il y a une quinzaine de solutions comme ça. Vous les déployez automatiquement. Vous avez des notebooks pour vous montrer comment vous en servir, et puis ça peut servir de point de départ à vos projets. Et vous pouvez aussi déployer, ça c'est le deuxième aspect de Jumpstart, vous pouvez déployer toujours en un clic environ 150 ou 200 modèles qui sont issus des collections de modèles de TensorFlow et de PyTorch, qui sont les deux grandes librairies de deep learning. Et ce sont des modèles qui sont déjà entraînés sur une assez vaste gamme de problèmes de computer vision et natural language Mhm. processing. Vous les déployez en un clic, vous avez le code et les exemples pour le tester, vous n'avez besoin de rien écrire, c'est vraiment voilà, un notebook, vous l'exécutez, vous testez le modèle, peut-être il vous suffit en l'état et vous pouvez l'utiliser directement. Et dans de nombreux cas, vous avez également la possibilité d'entraîner vos modèles sur votre propre jeu de données, ce qu'on appelle l'apprentissage par transfert, le transfer learning. Et donc, vous pouvez réentraîner un petit peu ces modèles sur votre propre jeu de données pour les spécialiser et augmenter leur Mais précision sur ce sont juste des vos propres exemples images. ou c'est vraiment des choses que je peux utiliser en prod dans mes vraies applications? Ah non, c'est vraiment, non, non, c'est des modèles à l'état de l'art. Non, non, c'est vraiment en particulier, moi, j'ai joué un peu plus avec la partie langage que la partie vision. Et donc, il y a toute une série de modèles, dont le fameux modèle Mhm. BERT,
entraîner sur un grand nombre de tâches différentes, comme la comparaison de phrases, la comparaison de questions-réponses, des choses comme ça, qui sont absolument à l'état de l'art. Donc même en l'état, c'est utilisable directement. Ouais. Le quatrième tenet de Swami, c'était d'appliquer le machine learning à des vrais problèmes du métier et pas des jeux d'ingénieurs. Et Andy avait annoncé déjà la semaine passée Lookout for Equipments, Lookout for Vision. Swami a annoncé cette semaine Lookout for Metrics. C'est quoi cette famille de nouveaux services qui s'appelle Lookout? Alors cette famille de services, en fait, elle vise à permettre aux clients d'amener leur jeu de données. Donc sur des problèmes très identifiés, très verticaux. Donc la vision en environnement industriel, je sais pas, la détection d'objets, la détection de défauts dans des produits. Pour Vision, pour Lookout for Equipment, c'est des données qui vont provenir de capteurs pour faire, par exemple, de la maintenance prédictive, des capteurs de température, de vibration, etc. Et donc le dernier, c'est de la détection d'anomalies sur des données temporelles. Sur des données métiers. Voilà, sur des données métiers. Donc ça, c'est des problèmes que un nombre incalculable d'organisations et d'entreprises peuvent avoir. Et c'est des problèmes qui sont, je pense, suffisamment bien bornés, bien compris, pour qu'on puisse effectivement avoir des solutions un peu packagées sur étagère. Et c'est l'objectif de cette famille-là. Donc le fonctionnement est similaire dans les trois cas. Vous amenez vos données, vous les envoyez via des API AWS, et il y a des modèles qui vont prédire, et sans que vous ayez vous-même à concevoir, à entraîner, à déployer des modèles. Donc c'est du machine learning appliqué à des cas d'usage bien précis, et il est possible que la famille continue à s'agrandir. Il y a plein d'autres sujets où le machine learning peut aider, et ça dépendra un peu des retours des clients. Donc equipment, c'est pour les capteurs, les senseurs dans des environnements industriels plutôt, ou les objets IoT. Vision, c'est les images, et Metrics, c'est les données métriques de métier. Avec un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est des connecteurs vers Salesforce, vers Marketo, vers Zendesk, pour aussi consommer les données qui viennent. Bien sûr, oui, parce que ces données-là, c'est des données métiers, et elles sont dans des applis métiers, que ce soit des applis maison ou des applis tierces. Donc c'est très important de pouvoir aller les chercher là où elles sont, et surtout d'éviter aux clients d'avoir à coder des connecteurs et de la tuyauterie, ce qui est, en ce qui me concerne, pas une perspective très excitante. Et le cinquième et dernier tenet de Swami, c'était Learn Continuously en anglais, apprenez en permanence, ce qui rejoint nos leadership principles d'Amazon, Learn and be curious, d'être curieux, parce que c'est un champ, la technologie en général, et peut-être le machine learning en particulier, est un champ qui évolue sans cesse, où il y a des nouveautés tout le temps. Que recommanderais-tu pour là je te laisse faire ta pub, que recommanderais-tu pour que nos éditeurs puissent commencer avec tout ça? J'ai bien quelques idées, mais je te laisse commencer. Oui, moi aussi j'ai quelques idées. Alors déjà, je pense qu'une bonne première étape serait d'aller lire les articles de blog qu'on a tous publiés. Tu en fais partie aussi, Seb, et on a d'autres collègues qui écrivent d'excellents articles. Donc vous allez sur le blog AWS News, aussi connu sous le nom de le blog de Jeff Barr. Je pense que tout le monde, si vous avez approché AWS, vous savez de quoi on parle, mais sinon AWS News Blog, vous allez le trouver. Donc commencez par ça vous donnera déjà une première idée de ce que sont ces services. Et puis ensuite, alors si vous avez envie de plonger dans l'un ou l'autre des services, il y a toujours évidemment de la documentation, des exemples, la console AWS qui vous permet de tester ces services très rapidement. Si vous n'avez pas de compte AWS, vous en créez un en 5 minutes. Enfin voilà, c'est très facile. Si vous avez envie de plonger en particulier sur SageMaker, alors effectivement, donc une fois que vous avez lu les articles de blog, la doc, vous avez envie de vous mettre les mains dans le cambouis, puisque Seb m'a tendu la perche. Donc j'ai publié fin août, début septembre un livre qui s'appelle Learning Amazon SageMaker, que vous trouverez sur Amazon et ailleurs, et qui est un livre très très pratique et hands-on sur SageMaker. Il y a plus d'une 60aine d'exemples, et ça vous mettra bien le pied à l'étrier.
Et puis, pour rester au courant de tout ce qui se passe, je mets pas mal de contenu en ligne également sur YouTube. Si vous cherchez Julien Simon AWS sur YouTube, je pense que vous allez me trouver. Il y a un autre Julien Simon qui est cycliste professionnel, mais c'est pas moi. Donc si ça parle de vélo, vous n'êtes pas Non, sur ouais, la bonne page YouTube. si ça parle de Tour de France, c'est probablement pas moi. Je serais incapable de faire ce qu'il fait, ne serait-ce même que 2 heures. Donc c'est pas moi, mais l'autre, celui qui gesticule et qui parle de SageMaker, c'est moi. Donc vous trouverez pas mal de vidéos, pas mal de tutos, et c'est mis à jour régulièrement. Donc tout ça, c'est des bonnes ressources. Et voilà, moi je vous encourage à surtout tester, voilà, mettre les mains dedans, Mettre les mains dedans, à jouer. prenez des notebooks, triturez-les, et puis après essayez avec vos propres données. Voilà, tapez-vous un peu la tête contre le mur, c'est la meilleure façon d'apprendre. On peut rien casser, voilà. on peut y aller, on peut toucher à tout, on peut rien casser, il y a toujours moyen Ouais, de redémarrer. il faut Donc, je répète, expérimenter. le blog de Jeff Barr, AWS What's New, je mettrai les liens évidemment dans les notes du Ah oui, podcast. c'est plus simple. Le livre Learning SageMaker disponible sur Amazon.fr et partout ailleurs. Exactement. Et la page YouTube ou les vidéos YouTube qui sont très courtes, hein, c'est 10-15 minutes sur un sujet donné, donc en 15 minutes vous êtes... Oui, vous aurez mal à la tête en 10 minutes, c'est pas la peine d'en faire plus. Et il n'y a pas de slide, etc. Non, il n'y a pas de les slide. mains dans la console. Pas de ça chez nous. Extrêmement pratique. Merci Julien d'avoir merci collaboré. Et n'hésitez pas si vous avez du feedback, des questions. Voilà, je suis assez facile à trouver et je suis toujours sur LinkedIn, preneur sur Twitter et partout. Voilà, c'est une bonne discussion. Merci encore. Merci Julien d'avoir collaboré au podcast AWS en français à très courte notice, comme on dit, enfin sans avoir préparé ça des semaines à l'avance et pour cause, puisqu'on découvre une partie des services ensemble pendant les keynotes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris 2-3 choses et que vous avez envie de démarrer avec SageMaker et les autres services d'apprentissage machine d'AWS. À très bientôt, à la semaine prochaine pour le dernier récap Reinvent de la 3e semaine, et ça sera le dernier podcast de l'année également. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.